Je n'ai pas grandi dans une famille d'entrepreneurs et la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que je m'apprête à te partager les 11 leçons vitales destinées aux entrepreneurs. Ce sont des leçons que j'aurais aimé connaître avant de me lancer. L'entrepreneuriat, c'est un jeu. Plus tu te développes personnellement et plus tu deviens capable de gagner de l'argent tout en dépassant des obstacles. Quand tu joues correctement, tu te mets à agrandir ton impact, élargir ton audience et à augmenter tes revenus. Ces 11 leçons que je vais te partager m'auraient aidé à progresser plus vite et je sais d'avance que la leçon numéro 8 risque de te challenger un peu. Tu es en mission. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'exercice de te caler à la terrasse d'un café et de regarder des gens qui se trouvent autour de toi. Très rapidement, tu vas discerner deux types d'individus. Ceux qui savent où ils vont et ceux qui semblent complètement paumés. Cela tient à un détail qui a son importance, leur démarche. J'ai compris très tôt que la manière dont j'étais perçu par les autres influençait les résultats que j'obtenais. La première impression est super importante. On peut se raconter des histoires en se disant que c'est injuste et vouloir que les gens ne nous jugent que sur notre personnalité ou sur nos valeurs humaines. Mais la réalité, c'est qu'en rencontrant quelqu'un pour la première fois, tu te fais une idée de cette personne en moins de 3 secondes. C'est la première impression. La littérature sur le sujet explique que les gens ont tendance à juger rapidement les caractéristiques des autres comme leur fiabilité ou leurs compétences par exemple. Ils le font à partir de l'apparence faciale ou en observant certains comportements simples. Par exemple, après avoir observé une personne, prendre l'ascenseur pour monter d'un étage. Les gens peuvent en déduire qu'il s'agit d'une personne paresseuse. La leçon ici, c'est donc de prendre soin de ton apparence physique, de ton langage corporel, mais aussi de la manière dont tu t'habilles. Quand tu es entrepreneur, tu es amené à vendre des produits et des services. Tu te dois d'être capable de générer de la confiance le plus rapidement possible. Et quand tu te rends quelque part, ta démarche en dit énormément sur toi. C'est un indicateur pour les autres que tu as confiance en toi et que tu sais où tu vas. Plus ta mission sera claire, plus il te sera facile de marcher avec assurance. Parce que tu ne seras plus paumé ou livré à la merci des éléments. Tu sauras exactement pourquoi tu es là et où tu vas. Les gens que tu rencontres sont sensibles à ça. C'est ce qui peut les pousser à passer à l'action et à commander certains de tes produits plutôt que ceux de tes concurrents. Imagine, est-ce que tu crois qu'il y a que les chiffres de ton dossier qui vont compter? Es-tu capable de regarder le banquier dans les yeux? Comment tu te tiens sur ta chaise? Est-ce que tu parles avec assurance? Comment tu es habillé? Tout ça entre évidemment en compte. Ça va beaucoup plus loin que juste des données, des chiffres et des faits objectifs. C'est ce qui peut faire la différence entre un oui ou un non. Les gens nous jugent sur notre apparence. Ils se font rapidement une idée et voient si nous pouvons être fiables sur le long terme. Si tu es une personne positive, qui met rapidement les gens à l'aise, ils seront naturellement attirés par ton énergie. Ils ne sauront même pas pourquoi, parce que ce n'est pas rationnel. C'est quelque chose de très instinctif. Il ne tient alors qu'à toi d'en tirer profit. La leçon numéro 2, c'est une invitation à faire un switch dans ton mindset. La plupart des entrepreneurs ont une vision. Ils ont des rêves qu'ils veulent réaliser. Cela peut être des rêves matérialistes, comme celui de posséder la maison de ses rêves, la voiture de leurs rêves, ou encore de pouvoir voyager dans des lieux paradisiaques. Pour d'autres, ça peut être de vouloir aider financièrement leurs parents lorsqu'ils seront à la retraite ou de pouvoir offrir le meilleur à leurs enfants. Le problème, c'est quand tu perds de vue que le plus important, ce n'est pas vraiment le résultat final. Si tu as déjà réalisé l'un de tes rêves, tu vas très bien comprendre de quoi je veux parler. Qu'est-ce qui se passe juste après? Il y a un sentiment de vide. Tu pensais que ce rêve allait te rendre enfin heureux et que ça allait durer éternellement. Mais la réalité te rattrape. Et tu te retrouves à te demander c'est quoi la suite? C'est pour ça qu'il faut adopter le plus tôt possible un meilleur mindset. Bien sûr, c'est important que tu aies des objectifs et c'est important que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour les atteindre. Mais n'oublie pas de kiffer. N'oublie pas de lever la tête de ton guidon pour admirer le paysage. Je sais que ça sonne un peu comme un conseil de grand-père, mais la vie, ça passe vite. Tu n'as pas envie de te retrouver à 75 balais en ayant uniquement des souvenirs de toi vissés derrière ton écran de ton ordinateur. Prends le temps de célébrer là où tu en es aujourd'hui. Je t'encourage à en vouloir plus, bien sûr. Je t'encourage aussi à retravailler régulièrement sur ta vision, savoir exactement ce que tu veux dans la vie. Mais ne perds pas de vue que ce qui compte le plus pour se sentir heureux, c'est le sentiment de progresser. C'est ça qui va entretenir ta motivation sur le long terme. C'est ça qui va t'aider à durer. Tu n'as pas envie de te griller et de finir en burn-out au bout de 6 mois. Tu n'as pas envie de passer à côté d'événements majeurs qui ne se reproduiront jamais parce que tu étais en train de bosser sur un truc qui n'aura absolument aucune importance dans 20 ans.
La leçon numéro 3 est en lien avec ce que je viens de dire. Sors de chez toi. Je sais que c'est nécessaire par moment de te couper du monde, d'aller te mettre dans ta grotte de productivité et de taffer comme un sauvage toute la journée. Je l'ai fait et je sais que je le referai encore. Parce que ça marche. Quand tu es dans une période de grande inspiration ou que tu prépares un lancement par exemple, tu n'as pas le choix. Le travail ne va pas se faire tout seul. C'est donc très important que tu travailles comme un acharné quand c'est nécessaire. Si tu ne le fais pas, tu seras dépassé par tes concurrents. Mais ça peut devenir toxique. Cela peut créer des problèmes et avoir des conséquences sur les autres catégories de ta vie. Les Américains appellent ça le monk mode. C'est un sujet hyper intéressant et je pense que je tournerai une autre vidéo là-dessus. Mais ça ne peut pas être ton mode de vie par défaut. Tu dois sortir de chez toi. Il y a une leçon à retenir d'une émission américaine qui s'appelle The Billionaire Undercover. Les épisodes se trouvent sur YouTube si jamais ça t'intéresse. Dans cette émission, ils choisissent un milliardaire et ils l'envoient dans des villes américaines paumées avec un vieux pick-up, un téléphone portable et un billet de $100. Et avec ça, le type doit se débrouiller pour générer $1 million. Le but de l'émission, c'est de montrer que le rêve américain est toujours possible à condition d'avoir le bon état d'esprit et de passer à l'action. Là, l'invité, c'était Grant Cardone. Tu as sûrement déjà lu l'un de ses bouquins. C'est un expert américain de la vente et de la persuasion. Il fait ça depuis plus de 30 ans et il est à la tête d'un gigantesque empire immobilier, les plus puissants au monde. Bref, le mec envoie du lourd. Et là, il se retrouve dans ce bled paumé où il n'a pas le droit de révéler sa véritable identité. Parce que forcément, s'il se pointe en disant « Je suis Grant Cardone, je pèse plusieurs millions d'euros », ça ne serait pas pareil. Quelle est l'une des premières choses qu'il fait en arrivant? Il se rend dans une salle de sport pour s'entraîner. Et là-bas, il rencontre le gérant, avec qui le courant passe instantanément. Peu de temps après, Grant Cardone parvient à le convaincre de s'associer avec lui pour monter une agence de marketing. C'est la leçon à retenir. Il faut sortir de chez soi. Les bonnes rencontres se font dans des lieux où se rassemblent les personnes qui ont le même état d'esprit que toi. La salle de sport en est un excellent exemple. Lorsque tu as la bonne attitude, le bon mindset et que tu sors dans le monde, tu te crées des opportunités. Tu ne sais pas qui tu peux rencontrer quand tu es en dehors de chez toi. Un futur client, un futur partenaire, etc. Ne t'enferme pas dans un bunker. Ne reste pas derrière ton ordi toute l'année. Sors, va voir du monde, participe à des événements. Attention, je ne suis pas en train de pousser à sortir, boire et à cramer ta productivité. Pour l'écriture de mon dernier livre, je voulais que la préface soit écrite par un entrepreneur qui m'inspire. Par le biais de mes amis entrepreneurs, j'ai rencontré Oussama Ammar sur Paris et il a tout de suite été emballé par mon projet. Je ne l'ai pas rencontré entre la cuisine et la salle de bain de mon appartement. Ce genre de rencontres, elles ont lieu en dehors de chez toi. C'est pour ça qu'il faut que tu n'hésites pas à aller à la rencontre des gens. D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler que le livre dont il a signé la préface s'appelle 1 million d'euros en ligne, les secrets, et que tu peux le commander dès maintenant. C'est l'un des livres les plus controversés sur le marketing en ligne. Le lien pour le commander se trouve dans la description de cette vidéo. Apprends à déléguer. Pour en arriver là où tu en es actuellement, tu as dû prendre des décisions. Par exemple, tu as peut-être lancé ta chaîne YouTube ou ton podcast, tu as enregistré ton premier programme de formation en ligne ou encore le contenu d'un tunnel de vente. Et tout ça t'a amené là où tu en es aujourd'hui. Si tu as envie d'augmenter ton impact et ton CA, je le répète souvent, mais tu vas devoir changer quelque chose. Les résultats que tu as aujourd'hui sont la conséquence de tes actions passées. Si tu veux de meilleurs résultats, il faut absolument que tu fasses évoluer tes actions. Une action égale un résultat. Le piège dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent, surtout au début, c'est de vouloir tout contrôler. Ils voient leur activité en ligne comme leur bébé. Ils veulent tout faire. Et c'est encore pire quand ils commencent à avoir un peu de succès. Lorsque l'audience commence à grossir et que les ventes commencent à tomber, ils se disent qu'ils ont trouvé la formule qui fonctionne et qu'il ne faut absolument plus toucher à rien. Comme si ce succès était un château de cartes qui risquait de s'écrouler à n'importe quel moment. Ce n'est pas la bonne vision à adopter parce que c'est nourri par la peur. Lorsque ça commence à s'emballer, c'est justement le meilleur moment pour enfoncer la pédale d'accélérateur. Se concentrer de refaire la même chose, c'est prendre le risque de stagner ou pire, d'inverser la tendance. Tu n'as pas envie de tuer le momentum quand ça commence à cartonner. Et pour ça, il faut que tu puisses avoir une vision claire de là où tu veux amener ton business. Quand on parle de déléguer à un entrepreneur, il a tout de suite l'impression qu'on lui demande d'embaucher 15 salariés en CDI et de louer des bureaux. C'est pas du tout ce que je dis. Moi, par exemple, je bosse avec plein de freelances au quotidien. Je fais appel à eux ponctuellement sur des missions bien spécifiques parce qu'il y a des choses que je n'aime pas faire ou parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et c'est ok en fait. Et s'il y a un type capable de faire en 10 minutes ce qui toi va te prendre 2 heures, le plus raisonnable, c'est de lui déléguer. Il y a des centaines de tâches dans ton activité actuelle que tu pourrais sûrement déléguer. Tu vas me dire, ça a un coût tout ça. Ce n'est pas la bonne mentalité parce que c'est encore une réaction liée à la peur. Si tu délègues, ce n'est pas parce que tu as envie d'être un glandeur ou de cramer ta trésorerie. C'est parce que pendant ce temps, tu vas pouvoir faire des choses qui ont une plus grande valeur ajoutée pour ton activité. Et cette valeur
ajoutée, elle va te rapporter beaucoup plus. Ton job, c'est de posséder une vision pour ton business et c'est d'accomplir cette vision. Est-ce que tu crois qu'une fois que le capitaine a choisi son cap, il se précipite pour passer un coup de serpillière sur le pont de son bateau? Non, il y a quelqu'un d'autre dont c'est la fonction. Tu n'as pas besoin de constamment mettre tes mains dans le cambouis. Tu n'as pas besoin de toucher à tout pour que ton business cartonne. Tes mains ne sont pas magiques. Ça pique l'ego de reconnaître qu'il existe des personnes bien meilleures que nous dans la plupart des domaines. Mais si tu veux que ton activité en ligne atteigne des niveaux de succès très élevés, tu vas devoir t'affranchir de ton ego. Tu vas devoir t'affranchir de ton désir de contrôle. La clé pour que ça fonctionne bien, c'est de trouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi et en qui tu peux avoir confiance. Par la suite, n'hésite pas à leur donner tous les moyens possibles de réussir, en leur mettant des ressources à disposition ou en leur expliquant précisément ce que tu attends d'eux. Leçon numéro 5, sois un éternel étudiant. J'ai commencé à lire assez tard des bouquins sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. Même si j'en suis très reconnaissant de là où j'en suis aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de me demander où j'en serais si j'avais commencé plus tôt. Apprendre, ça change la manière dont tu penses. Et lorsque tu penses différemment, tu te mets à faire les choses différemment. Et quand tu fais les choses différemment, tu obtiens des résultats différents. Encore une fois, une action égale un résultat, d'être toujours étudiant dans sa tête, d'adopter cette mentalité qui consiste à être toujours ouvert à l'apprentissage. Tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo jusqu'ici si tu n'avais pas cette mentalité. Il faut l'entretenir par la lecture, par l'écoute de podcasts, en te rendant dans des événements, en rencontrant d'autres personnes ou en regardant des vidéos YouTube. Avec le temps, ça peut devenir difficile de garder un esprit ouvert. Il y a tellement de bullshit un peu partout qu'on peut avoir le réflexe de se fermer totalement. Mais c'est une erreur. Avoir l'esprit ouvert, ça ne veut pas dire que tu vas te laisser infecter par toutes les idées sans ne jamais rien questionner. Mais c'est de tenter autant que possible de rester curieux, d'écouter d'autres perspectives que la tienne. Ce n'est pas la seule qui soit valable. Certaines idées qui paraissent complètement scandaleuses ou stupides de prime abord peuvent être vraies. Et ces idées peuvent servir tes intérêts. Si tu as l'ouverture d'esprit nécessaire pour essayer, pour donner une chance à une nouvelle idée, ce que tu apprends va t'aider à innover et à adapter ton entreprise aux nouveaux défis qui t'attendent. Leçon numéro 6, l'échec n'est pas définitif. Impossible d'avoir du succès sans connaître l'échec. Je suis sûr qu'on t'a déjà bassiné avec la citation de Mandela. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est typiquement le genre de phrase qui peut te donner envie de balayer ton interlocuteur quand tu fais face à une situation difficile. Mais pourtant, c'est une leçon super importante à retenir et à tenter d'appliquer coûte que coûte. Je me suis fait recaler des dizaines de fois par des banques avant de pouvoir emprunter et faire mon premier investissement immobilier. Il faut apprendre à normaliser le rejet. Il faut apprendre à banaliser l'échec. Le truc, c'est que c'est très ancré dans la mentalité, surtout en France. En France, quelqu'un qui essaie de lancer quelque chose et qui se rate, c'est un loser. Personne ne va respecter un mec qui a tenté d'ouvrir sa boîte et qui s'est loupé. Tu vois, aux États-Unis ou au Canada, ça n'a rien à voir. C'est donc encore plus difficile pour nous parce qu'on a envie d'être accepté par les autres. Ce besoin d'appartenance, il est profondément ancré en nous. Et c'est justement à cause de ce besoin qu'on va se mettre à éviter de prendre des risques. C'est à cause de la peur du rejet qu'on va éviter certaines situations qui pourraient mal tourner. Il n'y a rien de grave à échouer. Le seul danger, c'est de s'arrêter d'essayer. Tu as déjà tenté de lancer un truc qui n'a pas fonctionné du premier coup, dis-toi que c'est la norme. Il y avait 99% de chances que ça se produise. Le problème, c'est si tu décides de renoncer définitivement. C'est si tu abandonnes. Parce qu'en fait, l'échec, il te donne une leçon énorme. Il te montre ce qui ne fonctionne pas. Il fait partie des meilleurs KPI à ta disposition. C'est un indicateur qui a énormément de valeur, à condition d'en faire quelque chose. Ton échec ne sert à rien si tu abandonnes. Si tu as lancé tes premières formations en ligne et que ça n'a pas du tout marché, tu as l'occasion de recueillir des centaines de données pour recommencer différemment. Peut-être que ton copywriting était éclaté au sol, peut-être que tes offres n'étaient pas assez irrésistibles, peut-être que tu as mal défini ton avatar client, peut-être que ta stratégie marketing n'était pas adaptée, peut-être que le marché n'était pas prêt pour ton produit, etc. Il peut y avoir des centaines de raisons qui justifient ton échec. Mais ce n'est pas une condamnation à mort. Tu peux te servir de ce que tu as appris. Tu vas faire les choses différemment. Ça ne peut être que mieux. Il n'y a aucune autre alternative possible. Leçon numéro 7, l'importance de ton entourage. Si tu mets des crabes dans un seau, tu n'as pas besoin d'utiliser un couvercle. Est-ce que les crabes vont s'échapper? Non, parce qu'il va se produire un phénomène très intéressant. Si un crabe s'élève assez haut pour tenter de s'extirper du seau, les autres crabes vont le choper et le faire retomber parmi eux. Cette leçon est destinée à te faire prendre conscience de l'importance de ton entourage. Qu'il
s'agisse de la personne qui partage ton lit ou même de tes amis, ça va avoir un impact considérable sur ton niveau de bonheur et de succès. La personne avec laquelle vous passerez le reste de votre vie aura le plus grand impact sur ce que vous deviendrez, sur ce que vous accomplirez et sur votre bonheur. Mais la plupart des gens passent plus de temps à décider quelle voiture acheter ou dans quel quartier habiter plutôt que la personne qu'ils vont épouser. Ça, c'était de Alex Hormozy. En tant qu'entrepreneur, tu as sûrement des standards très élevés envers toi-même. Mais ça doit être pareil pour ton partenaire. Avoir la capacité de sélectionner les bonnes personnes autour de toi est peut-être l'une des compétences les plus critiques que tu puisses développer. Entoure-toi. Tu veux des personnes qui te soutiennent, mais pas seulement. Tu veux des personnes qui cherchent aussi à s'élever. Si tu es entouré de personnes qui passent leur journée à se plaindre, mais qui ne font rien pour que ça change, ça va finir par t'influencer. Et cela même si tu es la personne la plus positive et la plus optimiste du monde. En étant exposé de façon constante à ce genre d'attitude, tu vas finir par développer la même. Pour se créer un environnement propice au succès, il faut des personnes qui soient optimistes, ambitieuses et résilientes. Parce que ces personnes ne vont pas juste se contenter d'être présentes lorsque tu as un coup de mou. Elles seront là pour te tirer vers le haut et t'aider à te remettre en selle plus rapidement. Il est donc crucial d'évaluer régulièrement son cercle social et professionnel. Pose-toi les bonnes questions. Ces personnes m'encouragent-elles à me surpasser? Me soutiennent-elles dans les moments difficiles? Sont-elles des exemples de ce que j'aspire à devenir? Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, il est peut-être temps de reconsidérer certaines de tes fréquentations. N'oublie pas que l'entourage idéal pour un entrepreneur n'est pas celui qui valide toutes tes idées sans réfléchir. Il faut que ton entourage puisse te challenger de façon constructive, qu'il te pousse parfois à explorer de nouvelles perspectives. Bien entendu, cela ne signifie pas que tu dois couper les ponts avec tout le monde, simplement d'être vigilant avec la manière dont tu dépenses ton temps. Il y a ceux qui enrichissent ta vie et ceux qui la drainent. Parfois, cela peut signifier qu'il va falloir sortir de ta zone de confort et te rendre à des événements pour rencontrer des individus le même niveau d'ambition que toi. Cette leçon, c'est un rappel puissant que pour élever ton jeu, tu dois d'abord élever ton cercle social. Leçon numéro 8. Un investissement n'est pas une dépense. Quand tu te lances, chaque euro compte. C'est une réalité que je connais bien. Lorsque j'ai commencé à faire de la publicité avec mon activité, je me souviens à quel point c'était inconfortable parce que je voyais cet argent comme une dépense. Mais il existe une distinction fondamentale entre dépenser de l'argent et investir de l'argent. Comprendre cette différence est crucial pour la croissance de ton activité en ligne. Investir, c'est allouer des ressources dans l'attente d'un bénéfice futur. Cela peut être de l'argent, du temps ou encore de l'énergie. Une dépense, c'est souvent associé à l'achat de quelque chose qui ne va pas t'apporter de retour significatif sur le long terme. Acheter un livre sur le marketing, ça ressemble à une dépense. Tu pourrais te dire, le bouquin, il va me coûter du temps, de l'argent et de l'énergie. Parce qu'il va falloir que tu trouves du temps pour le lire, mais en réalité, c'est un investissement. Pourquoi? Parce qu'en appliquant ce que tu vas apprendre, tu vas pouvoir générer davantage de revenus. Acheter une meilleure literie, ça peut être considéré comme une dépense, sauf si ce super matelas, d'une manière ou d'une autre, contribue à améliorer considérablement la qualité de ton sommeil. En démarrant chaque journée bien reposée, ça va influencer ton niveau de productivité, ce qui va avoir un impact positif sur ton chiffre d'affaires. Cette distinction est encore plus pertinente quand il est question de se former avec des livres, coaching ou en faisant l'acquisition de certains outils. L'idée de passer à la caisse peut nous freiner au départ. Pourquoi mettre 2000 € dans un ordinateur? Parce qu'il a une pomme gravée dessus, alors qu'il est possible de se trouver un ordinateur autour de 300 €. Ce sont des investissements. Tu dois t'entraîner à ne pas voir ces montants comme des dépenses, mais comme des investissements. Ce qui compte, c'est combien ça va te rapporter. C'est ce que ça va te permettre d'obtenir. Lorsque tu opères ce switch, tu vois les choses différemment. Tu te dis plus que les choses sont trop chères. Tu adoptes alors un état d'esprit de l'investisseur. Au début de mon parcours, j'ai investi dans plusieurs appartements. Et le fait de goûter personnellement aux fruits de mes investissements m'a permis d'adopter cette mentalité de manière définitive. Je t'encourage à en faire de même. Leçon numéro 9. Entraîne-toi régulièrement. Si tu veux te hisser, tu vas devoir devenir un athlète. Pour s'imposer dans le game, il ne suffit pas de mettre en place de meilleures stratégies marketing. Il faut que tu aies un niveau élevé d'énergie et que tu puisses opérer à partir d'une grande clarté mentale. Ce que tu manges, le sport que tu fais, tout ça, c'est super important. Je ne te dis pas de courir un marathon toutes les semaines, ni de méditer 3 heures par jour. Je veux juste te rappeler qu'il existe une corrélation directe entre ton corps et la manière dont tu te sens. Tu as dû déjà le remarquer. Quand tu te sens bien,
serein, tu es plus productif. Quand tu es détendu, tu as de meilleures idées. Lorsque tu es décalqué parce que tu n'as pas dormi de la nuit, que tu as encore 2 grammes de ta soirée de la veille, tu ne peux pas performer. Et c'est justement ce qu'il faut pour atteindre des niveaux de réussite plus élevés. Pense à tes concurrents. Imagine, ton concurrent est en train de se manger une énorme pizza ou un menu complet au McDo. Mais toi, tu es dans ta cuisine, en train de te préparer un bon petit plat équilibré. Ton concurrent fait la fête jusqu'au bout de la nuit, alors que toi, tu es déjà au lit avec un bon bouquin. Combien de temps est-ce qu'il faudra avant que tu ne le laisses dans ton rétroviseur. L'idée, c'est de mettre toutes les chances de ton côté. Se bouger doit faire partie de ta routine. Leçon numéro 10, tiens ta parole. Il faut 20 ans pour se bâtir une réputation et 5 minutes pour la ruiner. Si vous pensez à cela, vous ferez les choses différemment. Warren Buffett a raison. Construire une réputation, ça prend des années. Et il suffit de quelques minutes pour tout détruire. C'est une réalité brutale, mais absolument vraie dans le monde des affaires. Tenir ta parole, c'est bien plus que simplement respecter la date d'une échéance ou de livrer un projet à temps. Il s'agit d'une question de fiabilité, de confiance et d'intégrité. Tes clients, tes partenaires, tes employés et même tes concurrents doivent savoir qu'ils peuvent compter sur ce que tu dis. Si tu promets de rappeler quelqu'un, fais-le. Si tu promets un bonus à quelqu'un, donne-lui. Si tu t'engages à livrer un produit d'une certaine qualité, assure-toi qu'il soit à la hauteur des attentes que tu auras créées. Lorsque tu suis un code moral, cela t'aide à consolider ta confiance en toi. Mais ça va bien plus loin, car c'est aussi ce qui va te permettre de bâtir une entreprise solide. Parce que lorsque les gens te feront confiance, ils seront plus enclins à faire affaire avec toi, à te recommander et à revenir vers toi pour d'autres besoins. Ne sous-estime pas le pouvoir du bouche à oreille, surtout à l'ère du numérique. Un avis négatif peut se propager comme une traînée de poudre et entacher ta réputation. À l'inverse, une réputation de fiabilité peut te créer des opportunités insoupçonnées. Attention, parce qu'être fiable ne signifie pas que tu dois dire oui à tout. Au contraire, cela signifie que tu dois pouvoir évaluer ce que tu peux accomplir et communiquer clairement tes limites. Mieux vaut refuser poliment une demande que de promettre quelque chose que tu seras incapable de livrer. Ça aussi, ça fait partie de l'intégrité. Quand tu fais une promesse, assure-toi de pouvoir la tenir. Leçon numéro 11, parlez moins, écoutez plus. Apprendre à écouter, c'est plus qu'une compétence, c'est une forme d'art. Quand tu es entrepreneur, ton esprit est souvent en ébullition. Tu es bombardé par des idées nouvelles en permanence. Du coup, tu peux rapidement te retrouver à vouloir parler en permanence. Le problème, c'est qu'il est difficile d'apprendre quelque chose de nouveau quand on parle tout le temps. Je t'encourage à écouter. L'écoute active va t'encourager à entendre non seulement les mots qui sont exprimés, mais aussi les émotions et les pensées sous-jacentes. Cela permet de saisir pleinement les besoins et les attentes des personnes avec qui tu es en relation. Qu'il s'agisse de tes clients ou de tes collaborateurs, en te concentrant réellement sur ce que les autres ont à dire, tu vas aussi créer un environnement où les idées et les feedbacks sont valorisés. Cela permet de stimuler l'engagement des membres de ton équipe parce qu'ils vont avoir le sentiment qu'ils sont entendus et appréciés. Lorsque tu te concentres sur l'écoute, tu découvres souvent des solutions que tu ne voyais pas jusqu'à présent ou même de l'inspiration pour de nouveaux produits. Parler, exprimer ses limites, c'est super important, mais tout autant qu'être véritablement à l'écoute. Conclusion, si tu as aimé ce contenu, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour être informé de la sortie de nouvelles vidéos. Tu peux aussi retrouver le lien pour commander mon livre 1 million d'euros en ligne, les secrets. Et pour que je puisse t'apporter toutes les réponses aux questions que tu te poses, n'hésite pas à m'écrire en commentaire en m'expliquant où est-ce que tu coinces dans ton activité en ligne. Je pourrais alors faire une vidéo complète sur le sujet. J'ai vraiment hâte de te lire.